Quoi de plus difficile que de connaître une personne avant de l'avoir réellement éprouvée longuement, au fil des mois et des années? Et pourtant, dans les oasis, des personnes qui ne se connaissent que peu ou pas du tout décident de s'engager ensemble dans une aventure assez exigeante en termes relationnels, comme nous allons le voir. Alors, comment éviter de s'entretuer? Comment éviter les clashs? Comment on fait quand on n'est pas d'accord et quand on doit décider quand même les choses ensemble? Peut-on anticiper ces difficultés lors de l'admission des partenaires? Faut-il sélectionner les habitants ou les futurs habitants d'une oasis? L'inclusion des nouveaux peut sans doute se concevoir de différentes manières. Pour ce qui me concerne, je vais m'appuyer juste sur mon expérience de cofondateur du hameau des Buis, un éco-village en Ardèche, pour vous expliquer ce que j'ai appris dans ce domaine. Au début de notre aventure, nous avons accueilli tous ceux qui sont venus à nous après la lecture d'un article, d'une interview dans la presse, d'un dossier de présentation du projet qu'on avait pu donner par la poste ou alors dans un festival. Nous leur avons expliqué précisément et régulièrement nos intentions, l'histoire de ce projet et ses facteurs déterminants. Ceux qui sont venus et qui sont devenus nos partenaires ont participé concrètement à la définition du projet et à son identité, mais la base de départ est restée invariable, transmise systématiquement aux nouveaux intéressés. Ce premier point est très important, définir très clairement et simplement les bases fondamentales du projet afin que tout nouvel arrivant puisse s'appuyer sur des repères déjà partagés par le groupe. Notre projet comportait suffisamment de contraintes pour attirer ceux qui s'y reconnaissaient et décourager les autres. Son cahier des charges était sans équivoque et permettait une première sélection passive, sans qu'on ait rien d'autre à faire que le présenter. Ensuite, les péripéties financières et relationnelles de cette aventure ont dérouté les plus timides et renforcé cependant la détermination des autres. Ainsi, nous n'avons jamais eu à sélectionner vraiment, consciemment et volontairement les personnes qui se sont rejointes dans le projet. Elles sont venues à nous, ont vu, ont senti et ont décidé de s'inscrire ou non dans notre projet. Certains se sont décidés très rapidement, d'une façon presque impulsive, du jour au lendemain, tandis que d'autres ont pris le temps de mûrir la réflexion avant de prendre une décision qui les engageait pour longtemps, ce qui est normal. Une fois les logements achevés, en revanche, les données ont un peu changé. Puisque les nouveaux postulants doivent juste attendre qu'un logement se libère, la phase de construction étant achevée. Notez que cette nouvelle phase fait émerger de nouveaux besoins, qu'il convient d'appréhender différemment de la période de construction, où le vivre ensemble au quotidien n'existe pas encore, et les risques sont beaucoup plus importants. Une fois que les maisons sont achevées, il ne reste plus qu'à s'engager financièrement pour intégrer une maison. Il est essentiel de rendre également les départs et les arrivées les plus fluides possibles. C'est une question de sécurité et de pérennité pour l'Oasis, comme nous allons le voir. Pour ce faire, nous avons créé une commission spéciale qui s'occupe de l'inclusion et du recrutement des postulants. Chaque nouvelle demande est inscrite dans une base de données qui constitue un réseau, le réseau des postulants. Et un protocole d'approche a été mis en place spécifiquement afin d'anticiper la possibilité de devenir habitant, et ce, même avant qu'un logement se libère. Pour être admises, les personnes, seules, en couple ou en famille, doivent effectuer un parcours d'admission. Il faut venir à la rencontre des habitants, visiter l'oasis en profondeur, séjourner au minimum 2 semaines sur les lieux, participer à une réunion décisionnelle du collectif pour voir comment se passent les prises de décision, parce que c'est très important de comprendre les mécanismes du collectif. Ensuite, il faut également observer une matinée dans l'école ou dans le collège pour mieux comprendre la pédagogie défendue ici, parce que cette pédagogie est particulière. Et en étant membre du hameau des Buis, nous soutenons cette école. Il faut également recevoir une petite formation sur les montages juridiques et financiers de l'Oasis, car les protocoles d'accès à l'usage sont différents de l'accès à la propriété. Enfin, nous demandons une participation d'une manière ou d'une autre à la vie collective par un petit chantier participatif, par exemple. Au hameau des Buis, il a été décidé qu'il n'est pas humainement recevable de choisir les habitants. En effet, comment choisir sans juger ni s'appuyer sur des critères subjectifs qui pourraient faire débat? Ainsi, les critères restent aussi objectifs que possible et entrent dans une grille Excel qui permet d'évaluer la meilleure adéquation possible entre les postulants d'un côté, du réseau, donc, qui ont achevé leur parcours, et les intérêts de l'Oasis. Notez que la commission ne prend en compte que les candidats ayant achevé leur parcours, ce qui suppose une organisation mise en place sur la durée par les habitants eux-mêmes et l'école, parce que les nouveaux postulants doivent pouvoir comprendre et être parrainés pour cela par des habitants qui connaissent bien les lieux. Différents critères d'ancienneté, de lien, de profession, d'enfants à scolariser, de proximité géographique, de rapport entre la taille du logement libéré et les besoins des postulants sont notés dans le tableau, avec l'application d'un coefficient pour chaque thématique. Les critères et les coefficients sont régulièrement mis à jour pour être sûr que ça colle bien avec la réalité du hameau des Buis. Au final, les candidats les plus appropriés à l'offre du moment se révèlent par leur score. Et ce sont eux que la commission postulant retiendra. Ce choix sera ensuite soumis au consentement de l'assemblée plénière
donnant ainsi la possibilité à tous les habitants de faire valoir une objection si c'est nécessaire. Cette objection, pour être valable, devrait être argumentée, précise et non discriminante, bien évidemment. C'est tout l'objectif de ce processus. Une objection à l'inclusion de nouveaux postulants proposée par la Commission ne s'est encore jamais produite au début. Pour une intégration harmonieuse de nouvelles personnes, l'expérience nous a appris qu'il faut prendre soin, grand soin, de la relation avec les candidats, notamment pour leur permettre de leur transmettre soigneusement l'historicité de la réalisation pour qu'ils en saisissent l'état d'esprit. Les nouveaux arrivent sur un lieu qui a déjà une identité et une histoire. Ils ont besoin de comprendre, de s'approprier cette histoire, sans pour autant vouloir la nier, voire même la combattre, sous prétexte qu'ils n'y étaient pas. Parce qu'on aurait pu avoir tendance à leur rabâcher qu'avant c'était comme ça et qu'il faudrait que ça reste comme ça. Aussi curieux que cela puisse paraître, cette difficulté nous est déjà arrivée. Nous avons pu constater un phénomène qui peut se produire ponctuellement, que nous avons appelé le syndrome du côlon. Dans son enthousiasme de s'approprier une nouvelle vie et de nouveaux horizons, l'arrivant peut exprimer un fort désir d'y imprimer sa propre identité. En effet, toute la phase de faisabilité, de construction, manque à son parcours. Et c'est une aventure très particulière que de construire un hameau. C'est un peu comme s'il aspirait à réinventer ses étapes déterminantes pour mieux se sentir appartenir à ce nouveau territoire, quitte parfois à en bousculer les anciens fondements. Le côlon apporte un renouveau nécessaire à la santé d'une oasis, et lui offrir les meilleures possibilités de s'intégrer est absolument indispensable. En même temps, l'influence du côlon doit être modérée, surtout les premiers temps, pour respecter et apprivoiser le travail antérieur effectué par les pionniers. Il s'agit d'un équilibre subtil à trouver, car les pionniers ne doivent pas non plus devenir les créateurs fossoyeurs. Ils ne doivent pas empêcher le projet de croître, d'évoluer et d'embellir, sous prétexte qu'il ne faudrait rien toucher à la raison d'être initiale. Une oasis saine doit rester vivante, au-delà de l'influence de ses fondateurs. On pourrait aussi parler du syndrome du pionnier, celle de la revendication d'une identité ferme et définitive dont ils seraient les gardiens incorruptibles. Pour que pionniers et colons puissent cohabiter harmonieusement, dans le respect mutuel, la transmission de l'histoire du projet permet un vrai enracinement, une culture commune sur laquelle s'appuyer pour nourrir l'évolution du lieu. Ce n'est peut-être pas pour rien que dans les sociétés traditionnelles, les sages ou les griots sont les garants de la mémoire de l'identité d'un peuple ou d'une culture. Cela donne un sens, une direction à l'évolution du collectif et en garantit la cohérence. Si inclure les nouveaux sur les bases du jugement ou de la sélection ne nous a pas paru approprié, certaines précautions sont néanmoins nécessaires pour faciliter l'intégration. Même si nous ne l'avons pas encore décidé formellement au hameau des Buis, nous songeons de plus en plus à ajouter une étape supplémentaire, malgré toute celle qu'il y a déjà, une étape d'entretien poussée avec une personne extérieure à l'oasis, dont la mission serait de creuser en profondeur l'adéquation entre le projet personnel ou familial d'un candidat et ce qu'offre l'oasis concrètement. Ce serait une façon de compléter le profil des postulants de façon beaucoup plus détachée, tout en faisant tomber les projections ou l'idéalisation d'un projet, afin de rendre cette intégration la plus réaliste possible. Car nous avons tous tendance à idéaliser quelque chose qu'on estime beaucoup mieux que ce qu'on connaît. Retenez qu'il est important d'écrire l'histoire d'un projet et d'écrire les accords de base entre tous les habitants pour pouvoir bien les transmettre très facilement à ceux qui arrivent. Les comptes rendus de vos réunions sont une base, mais rien ne remplace les anecdotes vivantes qui explicitent les motifs des choix d'un collectif, surtout après 10 ans de développement et d'évolution. Il peut être très compliqué de suivre les évolutions et les circonstances qui ont présidé à tel ou tel choix. Il est également important de laisser vivre aux nouveaux arrivants une période d'observation. Ils pourront ainsi s'imprégner de la réalité du lieu sans pouvoir y prendre de décision ni de rôle majeur, même si cela n'empêche pas du tout de les solliciter, bien au contraire. Si chacun fait de son mieux pour soigner l'inclusion des nouvelles personnes dans une oasis, ce n'est pas une science exacte. C'est pourquoi je conseille vivement de concevoir des protocoles de sortie d'une oasis les plus faciles possibles. Car entre avoir envie d'expérimenter une vie plus collective et participative et parvenir à s'y adapter et s'y épanouir, il y a parfois un cap à franchir que malheureusement seule l'expérience concrète peut valider ou pas. C'est pourquoi le fait de prévoir des solutions de sortie fluides est très soutenant pour la santé et l'harmonie du groupe, car il n'est vraiment pas confortable du tout de subir les problématiques récurrentes d'une personne ou d'une famille qui se révéleraient inadaptées à ce mode de vie. Pensez bien à concevoir cette possibilité.
sachant que la meilleure assurance est d'avoir à disposition un grand nombre de candidats, ce qui implique de prévoir régulièrement des visites ouvertes au public, afin que tout le monde puisse se rendre compte et éventuellement avoir envie de venir vivre dans votre oasis. Notez bien que 100% des personnes qui habitent dans notre oasis ont effectué une visite groupée. Au hameau des Billes, le délai maximum pour sortir d'un logement est de 6 mois. Mais nous avons encore 6 mois supplémentaires pour tester l'inclusion d'autres candidats avant de prendre une décision définitive. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas beaucoup. En même temps, nous ne pouvons pas faire courir trop longtemps les délais de remboursement des personnes sortantes. C'est pourquoi nous avons fait ce choix intermédiaire. L'idéal serait d'avoir un fonds de secours qui permettrait de rembourser les personnes sortantes, tout en nous laissant le temps d'inclure les nouveaux de la manière la plus aboutie possible et la plus approfondie qui soit. Car en matière d'inclusion et malgré tous les protocoles possibles, c'est le temps qui reste notre principal allié.